Bonjour et bienvenue dans le MAC de l'hôpital, l'émission de l'hôpital franco-britannique destinée aux professionnels de santé. Au programme aujourd'hui, une émission spéciale Movember consacrée au dépistage et au diagnostic du cancer de la prostate. On en parle d'ailleurs avec le docteur Caroline Petenati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue, chef du service d'urologie à l'hôpital franco-britannique. Et avec nous également le docteur Ilan Darmon. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes oncologue, radiothérapeute à l'Institut de radiothérapie et radiochirurgie Hartmann. Docteur Petenati, on entend souvent parler du dépistage du cancer de la prostate, mais il n'existe pas de dépistage organisé, contrairement à d'autres cancers. Comment ça se fait? Pourquoi? Alors pour parler de dépistage organisé ou dépistage de masse, il faut avoir une étude qui prouve qu'il y a un bénéfice. Ensuite, il faut qu'il y ait des analyses pour savoir s'il y a une possibilité d'investir dans ce dépistage, où ça coûte bien sûr de l'argent de l'organiser. Et aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble de ces données pour le cancer de la prostate. Il y a des études, il y a une étude européenne, notamment ERSPC, qui a démontré un bénéfice en survie spécifique. Avec 16 ans de suivi, il y avait un gain de 21%. Et en gros, il faut dépister 570 personnes pour obtenir ce gain. Maintenant, on n'a pas d'études sur la qualité de vie, l'impact de ce dépistage chez les patients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas de dépistage organisé, mais un dépistage individuel. Du coup, quelles sont les recommandations pour le dépistage individuel? À qui peut-on le proposer? Donc les recommandations françaises proposent de faire un dépistage chez tous les hommes de plus de 50 ans qui ont une espérance de vie estimée à plus de 10 ans. On peut faire ce dépistage plus précocement dans certaines situations de patients qui ont des facteurs de risque en particulier. Docteur Darmon, quels sont les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate? Alors, concernant les facteurs de risque, il y a déjà évidemment l'âge qui est en soi le principal facteur de risque. Et ensuite, on va identifier certaines personnes plus à risque, notamment du fait de l'histoire familiale, des antécédents de cancer de la prostate, d'autant plus si une personne apparentée a été diagnostiquée à un âge précoce, avant 50 ans notamment. Donc là, ça va inciter à dépister encore plus tôt, plus jeune. Et il y a également dans toutes les populations originaires d'Afrique ou des Antilles, avec notamment les expositions à certains pesticides et certains produits toxiques qui peuvent favoriser la survenue de cancers de prostate plus précoces et de façon également plus agressive. Mais alors concrètement, quand faut-il faire un dosage du PSA ? Alors, il faut le faire après une consultation où on a discuté avec un patient. Il faut éviter l'inclusion du PSA dans un bilan de base systématique sans avoir clairement expliqué ce qu'on attendait du dépistage. Donc, il faut expliquer à son patient pourquoi on le fait, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire, qu'est-ce qu'on en attend et quelles vont être les conséquences surtout d'un PSA, s'il est élevé, que ce qu'on devra faire après. Donc ça, il faut l'expliquer au patient. Donc quand est-ce qu'il faut le faire? Un patient qui vient en consultation de médecine générale pour parler de prévention, qui a plus de 50 ans ou qui a des antécédents et les facteurs de risque dont Ilan parlait. Et voilà, prescrire, mais surtout expliquer avant de prescrire. Et pour le médecin traitant, quelle est la conduite à tenir lorsque justement le PSA revient élevé? Alors quand on dit élevé, c'est quoi? Alors, les normes françaises, c'est au-dessus de 4 nanogrammes par millilitre. Il faut savoir que dans l'étude ERSPC dont je parlais tout à l'heure, ils ont mis le seuil à 3, ce qui fait qu'en ce moment, il y a un petit peu des discussions ouais. Voilà, sur la valeur. Est-ce qu'on doit faire une IRM dès qu'on est au-dessus de 3? Enfin, peu importe, on va se maintenir à 4. La première chose à faire, c'est de contrôler. D'accord? Le PSA est un marqueur qui n'est pas spécifique, qui a une sensibilité discutable. Donc, les oscillations existent, il faut le contrôler. À quel rythme? Alors, tout va dépendre du contexte clinique. Est-ce que le patient a une infection urinaire? Donc là, il ne faut jamais faire de PSA à ce moment-là. Mais en général, quand on a un premier PSA élevé, qui est à peine au-dessus de 4, on peut le recontrôler un mois après. Il n'y a aucune urgence. Si le PSA est au-dessus de 10, entre 10 et 20, il faudra le recontrôler à 3-4 semaines aussi. En un mois, il ne va rien se passer. Donc, il n'y a pas d'urgence à ressauter à faire un PSA à 15 jours. Ça n'a aucun sens. Donc, un mois plus tard, on peut le refaire. Et s'il est toujours élevé, d'initier les démarches, les examens complémentaires à faire. Alors justement, on va parler du parcours patient. Il s'organise comment? Du médecin généraliste jusqu'à votre consultation, en passant par les examens et notamment la biopsie. On va en parler. Comment ça s'organise? Donc le PSA, le dépistage en général est initié par le médecin généraliste et le médecin généraliste nous adresse le patient. Donc à l'hôpital franco-britannique, on a fait un parcours où lorsque le PSA est au-dessus de 10,
On propose un rendez-vous assez rapidement à un patient, parce que sinon ils peuvent être impactés par des délais assez longs. À l'hôpital, on peut avoir des délais de consultation de 3 mois. Donc on fait en sorte qu'ils aient des rendez-vous rapidement. Les généralistes peuvent nous contacter pour cela, où notre secrétariat est disponible. Et en général, on en parlera tout à l'heure je pense, mais on préfère prescrire nous-mêmes l'IRM prostatique, car c'est un examen qui demande une expertise radiologique dans son interprétation et que les conséquences de cette interprétation sont importantes. Donc en général, on préfère que les généralistes ne prescrivent pas l'IRM, sauf s'ils ont identifié dans leur secteur des radiologues experts en IRM prostatique. Et le cancer de la prostate, est-ce qu'il donne des symptômes ? Dans la majorité des cas, c'est complètement asymptomatique pour le patient. Il ne se plaint de rien. Enfin, surtout que la quasi-majorité des cancers de prostate qu'on détecte vont être à des stades vraiment précoces, enfin localisés. Et c'est vraiment dans de rares cas qu'on peut avoir des symptômes dès lors qu'on a un cancer plus agressif qui commence à avoir un envahissement loco-régional un peu plus important. Sur le plan vésical, ça peut se manifester avec des hématuries, des douleurs pelviennes, mais c'est vraiment quand même assez exceptionnel et c'est rare qu'on se retrouve dans des cas similaires, surtout, on va dire, dans un milieu médicalisé comme le nôtre en France métropolitaine. Parlons maintenant, si vous voulez bien, des biopsies prostatiques. Comment ça se déroule concrètement ? Alors, il existe aujourd'hui 2 techniques de biopsie prostatique. Il y a la voie transrectale, que l'on connaît tous parce que ça fait des années qu'on l'utilise, et plus récemment, la voie transpérinéale, qui aujourd'hui a pris la première place dans les recommandations françaises et européennes. Donc, je vais parler essentiellement des biopsies transpérinéales. Ça se fait sous anesthésie locale en consultation ou bien au bloc opératoire sous sédation selon les choix du patient et l'environnement, les possibilités du chirurgien et du patient. On met une sonde d'échographie dans l'anus, en intrarectal, puisque la prostate est située juste devant le rectum. Et on va aller piquer dans la peau du périnée pour aller attaquer la prostate par l'apex jusqu'à la base, jusqu'à la vessie. Et on peut y associer des biopsies en fusion d'images appuyées sur les données de l'IRM prostatique. J'en parlais tout à l'heure, l'expertise de l'interprétation de l'IRM. De l'IRM, on attend la conclusion de savoir est-ce qu'il y a une cible à prélever ou pas. S'il y a une cible, on va fusionner l'image IRM avec l'image échographique opératoire et on va mettre l'aiguille exactement dans cette cible pour prélever et savoir s'il y a un cancer dans cette localisation. Et la fusion, elle améliore le diagnostic ? Oui, bien sûr, elle améliore grandement le diagnostic des cancers significatifs, donc d'un certain grade d'agressivité. Elle permet de diminuer le nombre de cancers non significatifs, ceux qu'on ne veut pas trouver, en fait, ceux pour lesquels il n'y a aucun bénéfice en survie. Donc, il ne faut pas les trouver, en fait, ceux-là. Donc, il y a un vrai bénéfice et c'est pour ça qu'il est recommandé de faire des biopsies en fusion d'images, ciblées quand il y a des cibles, et on y associe également les biopsies standards, c'est-à-dire d'aller prélever dans le reste de la prostate pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose malgré tout. Alors une fois que le diagnostic est posé, vient le moment de la fameuse consultation d'annonce, une étape essentielle bien sûr pour vos patients. Comment ce moment se prépare ? Comment ça se passe avec vos patients ? Alors déjà, le plus important, c'est d'avoir une consultation dédiée pour faire cette annonce, parce que c'est un moment important dans le parcours du patient. Faut pas faire ça à la va-vite entre deux battants de porte ou entre deux patients un peu en urgence. Il faut exactement prendre le temps de faire l'annonce diagnostique, annoncer le diagnostic de cancer. Alors pour le patient, ça va avoir tout de suite une connotation un peu péjorative et l'essentiel des explications que l'on va donner, on sait que pour la plupart, elles vont être oubliées par le patient. Donc c'est important de prendre le temps de remettre des fiches d'information sur les différentes possibilités thérapeutiques, enfin les différents traitements qu'on peut lui proposer en fonction de sa situation clinique. Prendre le temps également de lui expliquer les effets de ces différents traitements, les alternatives possibles, l'accompagnement qu'on peut lui faire parallèlement en lien avec ses effets secondaires, en tout cas les traitements qu'on va lui proposer, mais également lui proposer tout ce qui est parcours de soins, soutien psychologique et les différents soutiens qu'on peut nécessiter. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de fiches d'informations qu'on peut remettre aux patients et qui sont aussi une aide précieuse, un support supplémentaire par rapport à toutes les informations qu'on lui a déversées pendant ce temps de consultation. Docteur Petenati, vous avez fait avec votre équipe des podcasts d'information patients qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la chaîne de l'hôpital franco-britannique. Les associations de patients sont très impliquées dans l'accompagnement. L'AFU sort des fiches, également des outils très utiles pour les patients.
Quel rôle jouent toutes ces ressources pour les patients ? Elles sont indispensables. Comme le disait Ilan, cette consultation d'annonce, elle est complexe, elle est longue, il faut prendre le temps. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des études qui ont prouvé que les patients ne retiennent que quasiment 10% de ce qu'on leur raconte en consultation. Moi, j'ai pour habitude de prendre une feuille blanche et d'écrire sur une feuille tout ce que je lui dis, de faire des dessins et de lui donner cette feuille après à la maison, parce que souvent le premier réflexe des patientes, c'est de sortir un calepin et d'écrire tout ce que je dis. Je dis non, vous posez votre stylo, c'est moi qui vais écrire et vous aurez toutes les notes à la maison. Ça leur permet déjà d'avoir une première feuille d'information qui leur est personnalisée. À la fin de la consultation, on leur propose une consultation psychologique s'ils en ressentent le besoin, en sachant qu'ils peuvent ressentir le besoin plus tard, mais en tout cas on leur ouvre cette porte et on leur dit qu'il existe des associations de patients, on leur donne des fiches informatives de l'Association française d'urologie qui ont été écrites avec les associations de patients, donc elles sont intelligibles pour les patients. Et tout ça, ce sont des supports qui permettent d'accompagner le patient dans la compréhension de son diagnostic, mais aussi dans la compréhension des traitements possibles pour faciliter son choix. C'est le moment de répondre aux questions des médecins généralistes qui nous écrivent à cette adresse hfb-lemag@cognac-jet.fr. Question d'un médecin de Levallois-Perret. Dans quel cas ne faut-il pas faire de PSA ? Docteur Petenati. Alors, vaste sujet. Donc, il ne faut surtout pas faire de PSA chez un patient qui présente une infection urinaire, une prostatite ou infection urinaire masculine fébrile. Pourquoi ? Parce que le PSA va être obligatoirement augmenté. Je le disais tout à l'heure, le PSA est un examen qui n'est pas parfait et chaque élément, un toucher rectal, une infection, un rapport sexuel, peu importe, peut faire osciller ce PSA et le voir augmenter. Donc surtout ne pas faire un PSA pendant une infection urinaire fébrile et je dirais même sur les 3 mois qui suivent. Sinon il va être à 30, on va être faussement alerté, le patient va être paniqué pour rien. Ça c'est la première situation importante. La deuxième situation importante, c'est sur l'espérance de vie des patients. Faire un PSA à un homme qui a une espérance de vie de moins de 10 ans, encore faut-il, il est vrai, savoir l'évaluer, on n'est pas devin, on ne peut pas forcément tout savoir, mais faire un PSA à un homme de 85 ans ou 90 ans, c'est l'exposer à une IRM, des biopsies, un diagnostic dont on sait quasiment pertinemment qu'il n'y aura aucun intérêt à le traiter parce qu'il ne va pas mourir de son cancer de prostate. Et le patient qui aura son cancer de prostate d'emblée métastatique à 90 ans, c'est pas en lui en fait des PSA systématiques qu'on va le découvrir. Donc c'est très important d'éviter de faire, je le disais tout à l'heure, de faire des PSA systématiques dans les bilans. On a tous des ordonnances préfaites parce qu'on a besoin de gagner du temps en consultation et trop souvent le PSA est glissé dedans. Donc il faut vraiment peser ces indications de PSA. Parce que les répercussions derrière sont très lourdes. Moi, j'ai des consultations de parfois une demi-heure où je discute avec un homme de 92 ans qui vient avec son PSA et son IRM. Je dois lui expliquer pendant une demi-heure que non, il n'y a pas d'intérêt à lui faire des biopsies. Et ils le comprennent très très bien et d'ailleurs, ils sont plus souvent reconnaissants qu'on n'aille pas faire des biopsies. À quel rythme doit-on prescrire le PSA ? C'est une question d'un médecin de Neuilly. Donc, si on s'appuie sur les données de l'étude de RSPC, c'est tous les 2 à 4 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que de faire le PSA annuel apporte un bénéfice. Après, il est vrai que dans l'usage quotidien, on fait le PSA de façon annuelle parce que c'est le meilleur moyen de ne pas l'oublier. C'est difficile de compter sur les patients pour dire rappelle-moi de faire le PSA tous les 2 ans. Autant le frottis tous les 5 ans, les femmes sont très actives dans leur santé, ou les mammographies, elles vont se mettre le rappel. Autant les hommes de plus de 50 ans, c'est pas trop ça, sauf s'ils ont leur femme à côté. Donc les recos, c'est tous les 2 à 4 ans. On adapte le rythme en fonction de la situation clinique, du patient, de ses antécédents, de ses facteurs de risque génétiques et autres. Ça peut être tous les ans chez les patients qui ont des mutations génétiques des gènes BRCA. Mais voilà, pas forcément de le faire tous les ans. Dernière question, un médecin de Paris, et elle est pour vous cette fois, docteur Darmon. Chez les patients considérés comme à haut risque, faut-il proposer des consultations d'oncogénétique ? C'est vrai que c'est un sujet très intéressant et très important. Alors, à la différence du cancer du sein, c'est vrai que pour le cancer de la prostate, la filière oncogénétique ou l'abord oncogénétique est peut-être un petit peu moins un réflexe parce qu'on ne pense pas forcément. C'est malheureusement tellement fréquent que finalement très peu de patients jusqu'à présent ont été dépistés. Mais c'est dès lors que l'histoire familiale se prête, c'est-à-dire
plusieurs cas à la parenté premier degré ayant eu un cancer de la prostate ou un profil pouvant faire évoquer une histoire familiale génétique, notamment sur les gènes BRCA, donc cancer de l'ovaire, cancer du sein, cancer du pancréas également. Je pense que ça doit pouvoir inciter à aller rencontrer un oncogénéticien. Ça ne va pas forcément déboucher sur un test génétique, en tout cas qu'il puisse y avoir une enquête familiale, une information et aussi des conséquences que peuvent avoir cette information, parce que c'est autant pour le patient que pour ses apparentés. Merci beaucoup, Dr Darmon. Vous aussi, vous pouvez poser toutes vos questions à l'adresse qui s'affiche hfb-lemag@cognac-jet.fr. Nos prochaines émissions concerneront notamment le prolapsus et l'incontinence urinaire. Merci à vous deux pour votre participation à cette émission. On se retrouve pour une prochaine émission dédiée cette fois au traitement du cancer localisé. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite.